Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux à notre session. Effectivement, si vous cherchiez une session qui ne parle pas de générique, vous êtes au bon endroit. Donc aujourd'hui, on va parler d'architecture orientée événements et de serverless. Je me présente, je suis Jérôme van der Linden, Solution Architect chez AWS depuis presque 6 ans maintenant. Et je suis accompagné de Nicolas Benoît. Nicolas. Bonjour à tous, bonjour Jérôme. Je suis ravi de faire cette conférence avec toi. Il y a 20 ans, on sortait d'école, parce qu'on a fait Epiter tous les deux, et donc on va vous expliquer chez Cézanne comment est-ce qu'on a mis en place ce pattern et cette architecture serverless sur un use case bien précis, mais qui illustrera ce que Jérôme va vous présenter. Merci Nicolas. Alors, au programme de la présentation, on va faire un petit rappel de ce que sont les architectures orientées événements. On verra plusieurs patterns d'utilisation de cette architecture. On aura le retour d'expérience de Nicolas et de son utilisation au sein de Cézanne. On verra ensuite comment on peut faire de l'architecture orientée événements avec des applications tierces, des applications qui ne sont pas forcément sur AWS. Comment on peut personnaliser et transformer les événements, justement, pour pouvoir communiquer avec ces applications tierces qui ne sont pas forcément AWS, et puis une petite conclusion. Donc, premièrement, rappel de ce que sont les architectures orientées événements. Donc, une petite définition, l'architecture orientée événements, ou EDA, Event Driven Architecture en anglais, est un concept qui utilise des événements pour communiquer entre des applications découplées de manière asynchrone. Donc, il y a plusieurs mots super importants ici. Le premier, c'est la communication entre des applications. Cette communication, on va la faire de manière découplée et asynchrone. C'est pour ça qu'on va utiliser des événements et on va expliquer comment fonctionne cette architecture. Donc les différents éléments d'une architecture orientée événements. On a premièrement un producteur d'événements donc qui va créer des événements et les envoyer. On a à l'autre bout des consommateurs d'événements. Donc ici, voilà, on a différents services qui existent qui vont soit à gauche produire les événements, soit à droite les consommer. On a une technologie au milieu qui va nous permettre d'envoyer ces événements, donc un bus de messages, un bus d'événements, une file, on verra différentes façons de faire. Et puis on a bien sûr les événements eux-mêmes. Donc là, on a des événements de type, voilà, j'ai mon compte qui a été supprimé ou j'ai un compte qui a été créé. On va le transmettre sur le bus de messages, sur le bus d'événements, qui va derrière pousser ces messages, ces événements, à différents services en aval. Si on regarde un peu plus dans le détail, à quoi ressemble un événement? Donc un événement, c'est quelque chose qui correspond à une action qui s'est déjà passée, donc une action qui s'est déjà produite. Donc là, on a un exemple, c'est un ordre qui a déjà été créé. Et donc c'est différent d'une commande ou d'une requête qui est plutôt une action qui va être dans le futur. Donc il y a une distinction importante à ce niveau-là, c'est voilà, quelque chose qui s'est déjà produit et sur lequel on va du coup travailler. Il y a différentes catégories d'événements, des événements de type métier donc, que vous utilisez au sein de vos applications pour dire bah, typiquement mon compte a été créé, j'ai passé un ordre, etc., etc. Il y a des événements plutôt de type opérationnel et ça rejoint un peu les événements type AWS qui sont plutôt du genre voilà, j'ai une instance qui a été créée, une instance EC2, j'ai un bucket S3 qui a été supprimé, etc., etc. Donc il y a différents types d'événements et quand on est sur AWS, on peut gérer les deux en fonction de ce qu'on va utiliser. Point important également, les événements sont généralement au format JSON et contiennent deux choses essentielles, des métadonnées. Donc ici, on a une date, une source, un identifiant, on va y revenir, et on a la donnée elle-même. Donc tout ce que vous voulez transmettre comme data dans votre événement. Si on regarde le producteur d'événements, un point essentiel, c'est que le producteur d'événements, il est agnostique des consommateurs. L'objectif, comme on l'a dit, c'est d'être découplé des consommateurs. Donc il ne connaît pas les consommateurs. On ne connaît pas l'adresse IP ou l'autre des consommateurs. On connaît le bus et point. On envoie les informations sur le bus dispatch. Ça permet le découplage avec les applications en aval. Il va ajouter l'identité du producteur, donc c'est ce que je disais avant, la source qui a envoyé cet événement, ça peut être utile. On a quand même une notion de schéma et de contrat à respecter. Même si on n'est pas sur du REST avec une API très formelle, on a quand même un certain schéma, un certain contrat d'événements que nos destinations doivent utiliser. On a l'identifiant unique de l'événement, c'est un point important. L'identifiant, ça permet, là on n'a que trois applications, trois services, mais on pourrait imaginer des dizaines ou voire plus. Et donc l'idée, c'est de pouvoir après suivre
le passage de notre événement dans les différentes briques, différentes couches de notre application. Et puis, un point important, alors ça rejoint un peu la partie design et contraste, c'est ce qu'on va mettre dans notre événement. Généralement, on essaye de mettre uniquement les données requises, on ne met pas des payloads monstrueux. Et on verra un peu après, en fin de session, comment justement compléter cet événement avec des informations supplémentaires si nécessaire. Donc on a les consommateurs d'événements. Alors il y a deux points importants, vu qu'on est sur quelque chose de découplé, sur une architecture qui nécessite du réseau. Qui dit réseau dit forcément risque de panne ou enfin, potentiel problème de réseau. Il faut savoir que les bus, je vais y revenir, peuvent envoyer potentiellement le message plusieurs fois et potentiellement dans des ordres différents. Donc c'est pour ça qu'on a deux choses importantes au niveau des consommateurs d'événements. Le premier, c'est l'idempotence, c'est-à-dire la capacité de gérer plusieurs fois le même message, si potentiellement on a plusieurs fois le même message qui arrive. Donc, typiquement sur la partie facturation, on ne veut pas facturer plusieurs fois à la personne. Donc il faut être en mesure, grâce à l'identifiant de l'événement ou un autre mécanisme, d'identifier que cet événement a déjà été traité et de ne pas le traiter ou de traiter différemment. L'ordre n'est pas garanti, donc si vous avez besoin au niveau applicatif d'avoir un certain ordre, on va utiliser une technologie au milieu du bus qui fait du first in, first out, FIFO par exemple. On en reparlera au niveau de SQS par exemple, qui permet de le faire. Mais de base, c'est pas fourni. Et puis, ouais, stocke les événements et les traite, ça c'est évident. Donc le bus de message, c'est marrant, ça bouge. Le bus de message, il prend en charge plusieurs consommateurs et plusieurs producteurs. Là, on a un seul producteur, mais on peut imaginer plusieurs producteurs qui vont envoyer des messages différents et plusieurs consommateurs de l'autre côté. Ce bus va diriger les événements vers différentes cibles. Donc on va revenir sur un pattern après qui est intéressant et savoir comment on dirige ces événements en fonction du contenu du message, par exemple, vers les différentes cibles. On a la possibilité des fois de transformer les événements, on y reviendra, et puis également d'avoir un référentiel et la possibilité de rechercher des schémas ou des types d'événements qui sont disponibles sur ce bus. Donc ça c'est utile quand on a une architecture un peu microservice avec des dizaines, voire des centaines de types d'événements qui transitent, de savoir d'avoir un peu un catalogue du type d'événements auquel on peut souscrire. Donc quelques patterns d'architecture orientée événements. Premier cas d'usage, tout simple, on veut intégrer deux services. Donc on a un service de commande, un service de traitement de commande. Les deux ici communiquent de manière synchrone, donc avec du REST typiquement. On a plusieurs soucis ici. Le premier, c'est ce que je disais tout à l'heure, le service de commande a trop d'informations sur le service de traitement de commande. Il connaît l'adresse, il connaît comment le contacter. Potentiellement, on a un souci si le service de traitement de commande tombe ou n'est plus disponible. Où partent les commandes? Est-ce qu'elles sont perdues au niveau réseau? Est-ce que le service de commande fait de la reprise sur erreur? Du coup, ça nécessite d'implémenter ça ici. Et puis, autre point, c'est le traitement. Potentiellement, le service de traitement des commandes n'a pas la même capacité à gérer que le service de commande, n'a pas la même scalabilité. Du coup, on a différents soucis à ce niveau-là. Donc, premier pattern, c'est utiliser une file d'attente. Donc on a une file ici d'attente qui va nous permettre au service de commande d'envoyer les événements, les messages sur cette file. Et puis le service de traitement des commandes qui va consommer donc, à son rythme les messages sur la file. Ce qui est important, c'est que la file, elle, constitue un buffer des messages. Donc si l'application de service de traitement de commande n'est plus disponible, les messages sont tout de même stockés sur la file pendant un certain laps de temps, ce qui permet de remettre en route l'application en aval. Donc ça, c'est le premier pattern. Comment on peut l'implémenter sur AWS? On utilise SQS, Simple Queue Service. Donc là, vous avez un petit exemple sur la gauche avec le producteur qui envoie des messages sur cette file, différents consommateurs. On retrouve ce couplage faible parce que le producteur ne connaît pas les consommateurs, il connaît juste la file d'attente. Les consommateurs ne connaissent pas non plus le producteur. On a cette persistance des messages qui est essentielle, qui permet justement de fournir cette résilience.
on a une chose importante également, c'est le fait que les consommateurs pollent la file d'attente. Ce n'est pas du push, c'est du pull. Du coup, ils peuvent poller la file d'attente à leur rythme. Voilà. Et puis, dernier point, c'est si on a besoin de scaler, on peut ajouter d'autres consommateurs qui vont venir également faire un pull sur la file d'attente, et ce qui va nous permettre de scaler si jamais le producteur envoie un grand nombre de messages. Autre pattern, ce coup-ci, c'est de la notification de service. Donc, on veut notifier de différentes choses, différents services en aval, on veut les notifier de ce qui s'est passé. Donc là, on a le service commande qui veut envoyer des informations à 3 services. On se retrouve dans le même cas que tout à l'heure en mode synchrone. Qu'est-ce qui se passe si un des services de droite n'est plus disponible? Encore une fois, le service ici en sait trop parce qu'il est obligé de communiquer avec les 3 services de droite. Et puis, si on veut rajouter d'autres services à droite, vous imaginez bien qu'il va falloir rajouter du code ici. Donc, on a une certaine duplication d'efforts. Le service de commande va faire envoyer des messages aux différents services en aval. Donc, ça peut poser souci. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un bus d'événements qui va notifier d'un événement qui s'est produit. Donc, on envoie l'événement sur le bus. Le bus, lui, se charge de pousser, parce que c'est du push, l'information aux différents services en aval. Sur AWS, on a, alors ça rejoint un peu le pattern Publish and Subscribe que vous connaissez. Je ne l'ai pas traduit parce que publier et souscrire, je trouvais ça pas très joli. Du coup, Publish and Subscribe, et on peut l'implémenter avec EventBridge sur AWS, qui fournit un bus d'événements. C'est totalement serverless et managé par AWS, donc vous n'avez pas, comme SQS tout à l'heure, vous n'avez pas besoin d'installer de serveurs, de monter d'instances, etc. C'est tout via les API AWS. On a encore une fois un niveau de découplage assez intéressant. Je parlais tout à l'heure de la partie filtrage et routage. Donc là, vous voyez sur le schéma, on a différents types de messages, soit des bleus, soit des violets. Et on va créer des règles qui vont nous permettre de pousser les messages à l'un ou l'autre des consommateurs, à l'un ou l'autre des subscribers, en fonction du contenu du message. On a la possibilité de faire ce qu'on appelle du fan-out, donc potentiellement d'envoyer le message à beaucoup plus de destinataires, de consommateurs. Et puis, dans le sens inverse, on peut aussi diffuser des événements même s'il n'y a pas de consommateurs. Donc, on se dit que dans l'avenir, on aura peut-être besoin de cette information. Pour le moment, il n'y a pas d'application qui le traite. Mais voilà, on soumet l'événement et potentiellement, plus tard, on pourra créer l'application qui va consommer ce message. Dernier pattern que je voulais présenter, c'est le pattern chorégraphie. Donc le pattern chorégraphie, l'idée c'est d'avoir une collaboration entre différents microservices. Je vais avancer un peu. Grâce à EventBridge. Donc on va utiliser EventBridge pour envoyer des événements comme on vient de le présenter. Donc là on a un produit qui est enregistré. Cette information est dispatchée à différents services de promotion, de fidélité, etc. Chacun des services peut à son tour lui aussi envoyer des événements. La promotion a été accordée, donc on l'envoie également sur le même bus. Quelqu'un va souscrire à cette information, etc., etc. Donc l'idée, c'est d'avoir une certaine coordination entre les différents microservices. Chacun travaille indépendamment des autres, il sait ce qu'il a à faire, c'est pour ça qu'on a une certaine chorégraphie, chacun connaît son rôle, et on a EventBridge au milieu qui envoie les informations. Ce qui est intéressant, c'est que ça fournit une certaine flexibilité. Vous imaginez bien, si on a des nouveaux services qui sont intéressés par des événements existants, on plug le service, on le souscrit à un événement existant, on peut envoyer des nouveaux événements, etc., etc. Donc voilà, ça nous fournit une certaine agilité, une certaine flexibilité pour étendre le modèle. Et si vous allez au serverless Presso, c'est un stand qui est en dessous, au premier étage, vous pouvez prendre votre café. Tout est basé sur EventBridge, et justement, on a au fur et à mesure du temps rajouté des briques grâce à EventBridge, où on rajoutait des nouveaux événements assez simplement. Et on a également, et on le verra un peu plus en détail après la présentation de Nicolas, la possibilité de communiquer avec des applications tierces. Je te passe la main, Nicolas.
Donc, effectivement, l'objectif de participer à cette conférence, c'était de vous montrer un cas assez concret de cette architecture et comment est-ce que chez Cézanne, on l'a déployé. Une rapide présentation de Cézanne. On est une maison de mode qui a été fondée en 2013. Vu l'audience, on a aussi une marque homme qui s'appelle Octobre Édition. On livre dans 70 pays, on a un programme solidaire. Enfin, l'objectif, c'est pas de faire de la pub, c'est vraiment de vous mettre un peu le contexte. Et le point important, c'est qu'on a de nombreux partenaires logistiques pour livrer dans le monde entier et pour nous accompagner dans à la fois l'aller et à la fois le retour. Et donc quelques informations sur l'équipe tech qui gère tout ça au quotidien chez Cézanne. On est 30, on fait tout en custom, c'est-à-dire que notre e-commerce, on le fait nous-mêmes, et ça sera important pour la suite. On a une architecture qu'on a qualifiée, nous, de macroservice, et on fait à peu près 5 millions de visiteurs uniques par mois. Et pour finir sur des chiffres, on a basculé sur AWS en 2020. La problématique que je voulais vous présenter aujourd'hui et qui rejoint la présentation de Jérôme, c'est qu'on a chez Cézanne des partenaires logisticiens, donc qui vont s'occuper de tout le transport amont et aval. C'est-à-dire que les colis qui sont livrés à la fois de nos fournisseurs jusqu'à notre entrepôt et ensuite de notre entrepôt jusqu'à nos clients, tout ça, il y a évidemment des échanges de flux, des échanges de données, et nos partenaires, avec tout le bien que je pense d'eux, ont un SI qui est quand même assez vieillissant, en tout cas âgé, et qui nécessite des communications sur des protocoles que vous connaissez certainement bien, qui sont FTP, SFTP, on a même de l'IMAP sur certains partenaires. Et donc tout ça, c'était assez complexe pour nous, puisque au début, c'était les équipes de développeurs qui devaient gérer ces communications. Et à chaque fois qu'il y avait des flux entrants ou sortants, c'était un développement spécifique pour gérer tous ces fichiers. Quelques chiffres, c'est à peu près 100 000 fichiers échangés par jour, donc vous voyez que c'est quand même assez conséquent. On a toutes les minutes des batchs qui tournent avec l'ensemble de nos partenaires. On en a 20 et comme je disais, on a 5 protocoles différents. Sur ce slide, je donnais un exemple, c'est que par exemple, quand vous passez une commande, ça se traduit tout bêtement, il n'y a pas d'API REST, il n'y a pas de message comme on aimerait l'avoir, mais c'est simplement une ligne dans un CSV qui est transmis à notre partenaire avec l'adresse, si vous passez commande, votre adresse, la référence du produit, éventuellement un petit mot personnalisé, enfin voilà, il y a toutes les informations et tout ça, c'est assez bêtement une ligne dans un fichier CSV. Et donc on a voulu moderniser un peu tout ça pour répondre à toutes ces problématiques. La première, je vous l'avais dit, c'est que donc avant l'équipe de développement qui était en charge de l'intégration de tous ces protocoles. On avait aussi un problème de recherche dans ces milliers de fichiers qu'on avait, puisque c'était du FTP ou du SFTP. Enfin, en tout cas, c'était très complexe de retrouver la trace d'une commande. Imaginez, vous passez une commande chez nous, on doit au service client retrouver quand est-ce qu'elle a été expédiée à l'entrepôt, quand est-ce qu'on l'a récupérée. Donc tout ça, c'était de la recherche un peu manuelle et fastidieuse dans un ensemble de partenaires qui sont assez différents les uns des autres. Donc ça rendait les analyses quasiment impossibles. Côté infra, on n'avait aucune notification d'un nouveau fichier. C'est-à-dire que quand un partenaire logisticien nous déposait, je sais pas moi, une facture PDF, un fichier CSV qui contenait des retours ou autre, aucune notif. Donc on était obligé de batcher et de rechercher à chaque fois s'il n'y avait pas quelque chose de nouveau qui était là. Vous le connaissez, le protocole FTP, hein, on a tous FileZilla installé sur nos ordi. Quand vous téléchargez un fichier, vous ne pouvez pas le marquer comme lu ou comme téléchargé côté serveur. Donc ce qu'on faisait, c'était très concrètement, on le déplaçait dans un dossier downloaded ou dans un dossier lu. Donc tout ça, c'était complexe et pas très moderne. Et encore une fois, je vous l'avais dit, c'était l'équipe de dev qui gérait tous les protocoles, tous les credentials, tous les accès. Chez nos partenaires, ça crée de la complexité aussi, parce que déjà, on leur demandait de mettre à jour, de faire des choses qui sont compliquées, et que c'est tout à fait normal pour eux que ça soit compliqué, mais donc c'était des points de crispation. Et tout était fait en asynchrone. Donc ce qu'on a fait comme développement et la solution qu'on a retenue, on a appelé ça la FTP Factory parce qu'à l'époque il n'y avait que du FTP. Mais on s'est basé sur 3 services d'AWS pour gérer tout ça. Le premier c'est évidemment S3 pour stocker tous les fichiers. Le deuxième c'est des lambda et je vais vous expliquer après dans le schéma ce qu'on a fait. Et on a mis Athena qui donc nous permet de faire une recherche sur tous ces buckets S3 dans des milliers et des milliers de fichiers. Si je rentre en détail un peu sur l'architecture qu'on a déployée, et ça rejoint ce que vous avez vu juste avant, donc il faut voir qu'il y a 2 choses dans le schéma. Le premier, c'est en haut le flux d'entrée, en bas le flux de sortie, et à droite les partenaires. Le premier truc qui était hyper important pour nous, c'est qu'on ne voulait pas toucher aux partenaires. C'est-à-dire qu'on voulait faire quelque chose qui ne les impactait pas et qui était totalement de notre côté, pour ne pas mélanger des roadmaps, pour ne pas complexifier les choses. Donc ça, c'était vraiment la règle numéro 1, c'était de ne pas toucher aux partenaires. Donc ce qu'on a fait sur le flux d'entrée, c'est qu'on a mis une lambda qui va aller, elle,
garder toute la logique de lire sur tous les protocoles, FTP, SFTP, IMAP, etc., etc. Donc on est obligé de le garder, hein, ce protocole quelque part. Donc tout ça, ça a été délégué à une lambda qu'on a appelée FTP in, qui elle, comme je vous l'ai dit avant, ça on n'a pas pu le moderniser, est schedulée via Event Bridge. Donc ça veut dire qu'il y a un batch, hein, tout bêtement, et un cron qui tourne et qui va aller récupérer de manière séquentielle, on va dire, tous les fichiers sur tous nos partenaires. Et c'est après que ça rentre dans la partie événementielle, et c'est là que c'est intéressant. C'est que donc, tous ces fichiers sont déposés sur des S3, et ces S3 vont nativement déclencher des événements dans SQS qui eux-mêmes vont déclencher des lambdas. Et là, on rejoint le pattern qu'on a vu tout à l'heure, puisque une fois qu'on a la main sur cet événement, on peut aller notifier tout notre backend en dessous, et on peut aller notifier une quantité infinie de services métiers qui vont avoir besoin de factures, qui vont avoir besoin d'informations sur la mise à jour d'un colis, etc., etc. Donc tout ça nous permet de passer, donc, comme je vous l'ai expliqué, d'une connexion où avant c'était dans le code qu'on allait faire en cron toute la récupération de ces fichiers sur des FTP et des SFTP, à quelque chose d'événementiel. Donc on a juste côté back-end exposé des webhooks qui sont appelés par la lambda qui est sur la partie entrée et qui va donc nous permettre à chaque fois qu'il y a des nouveaux fichiers de recevoir même unitairement pour, par exemple, vous prenez un fichier CSV, ça on l'a éclaté en n call au webhook, pour le coup en reste vers les back-ends. Dans l'autre sens, on a fait la même chose, c'est-à-dire que plutôt que d'écrire sur le FTP de nos partenaires, on a écrit sur un bucket S3. Donc S3, c'est quand même un protocole plus simple à gérer que du FTP, SFTP et autres. Et surtout, ça nous a déclenché des événements dans SQS quand on a écrit sur S3, qui eux-mêmes ont déclenché une lambda qu'on a appelée out. C'est un tout petit peu plus complexe, mais c'est ça le principe, qui, elle, va être capable d'aller écrire chez les partenaires. On a même rajouté un peu de métier dans cette lambda out, on peut faire un peu de transformation, etc. Mais le principe, c'est ça, c'est que côté développement et côté équipe technologie, on a hyper simplifié les écritures chez nos partenaires. Il n'y a qu'un protocole CS3, et après, tout se fait en événement, et on écrit de manière en flux continu quasiment sur tous nos partenaires. Les gains là-dessus, ils sont énormes, puisque le principal point, si on regarde le haut de la pyramide, c'est quand même l'aspect fonctionnel de toute cette architecture qu'on a mis en place. Et c'est que ça nous permet aujourd'hui avec Athena de faire une recherche quasi instantanée, hein, c'est quelques secondes, hein, mais sur quasiment 500 Tera de fichiers éclatés sur des dizaines de buckets S3. Et donc ça, fonctionnellement, c'est génial parce que vous tapez votre référence de commande et vous avez l'intégralité de tous les messages qui se sont passés entre nous et nos partenaires, entre nous et nos fournisseurs, entre nous et nos transporteurs. Et donc ça a été assez pratique et voire même un peu révolutionnaire en interne pour gérer toutes ces recherches qui avant, on allait dans le dossier avec la date du jour, on cherchait dans FileZilla, on téléchargeait sur son bureau, on faisait une recherche. C'était hyper compliqué. Donc vraiment, cette partie-là nous a énormément aidé. Côté infra, donc on est passé au serverless sur tous ces sujets. Il y a un événement à chaque nouveau fichier qui est créé, donc cet événement il est récupéré et traité par de multiples services métiers, donc hyper pratique aussi. On utilise Dynamo pour sauvegarder les fichiers qu'on a téléchargés des différents FTP, donc il n'y a plus d'histoire de jeter, je transfère dans un dossier downloaded ou lu. Et tous les secrets sont gérés dans le Secret Manager, donc pareil, il n'y a rien dans le code, il n'y a pas de variable d'env qui se balade avec des mots de passe de FTP de partenaires. Tout peut être changé très fréquemment, donc c'est vraiment très pratique. Le gros gain pour les partenaires, c'est qu'ils n'ont rien eu à faire. Ça peut paraître bête, mais c'était quand même le brief de départ, de dire OK, on va gérer ça comme ça, et pour eux, c'est quand même vachement bien aussi, mine de rien. Voilà pour l'expérience Cézanne. Je vais repasser la main à Jérôme pour d'autres sujets. Merci. Merci Nicolas. Alors effectivement, on l'a vu dans le cas de Cézanne, il y avait la complexité de gestion du FTP que le partenaire ne pouvait pas forcément modifier. Là, on va regarder la communication avec des applications tierces dans le cas où il pourrait éventuellement modifier et ne pas rester sur du FTP uniquement. Donc justement, on veut communiquer avec des applications tierces qui peuvent être on-premise dans votre data center. Ça peut être des applications SaaS, pardon, un Salesforce ou tout autre SaaS que vous voudriez notifier, ou encore des webhooks ou des partenaires comme Nicolas le mentionnait. Donc on a une application à gauche sur AWS qui va vouloir communiquer avec une de ces applications à droite, envoyer des messages, des événements. Comment on va faire? Est-ce qu'on fait, comme on le disait tout à l'heure, en REST, en synchrone, et on se retrouve avec les mêmes soucis de couplage fort et surtout de risque. Si l'application n'est pas disponible, qu'est-ce qu'on fait de nos messages? Ils sont perdus, ce genre de choses. Ou est-ce qu'on part sur une architecture orientée événement? C'est plutôt ça qu'on va regarder.
Première solution, c'est communication asynchrone en utilisant SQS. C'est ce que je vous ai montré au tout début. Donc, c'est une des faisabilités. Je pense que si vous le voyez, au fond, il y a une petite distinction ici. C'est moins visible, c'est un peu grisé. Et il n'y a que la partie du haut, donc la partie on-premise, qui permet de faire ce genre de choses, puisque dans ce cas-là, on va avoir besoin d'utiliser le SDK AWS, donc de modifier le code de l'application pour pouvoir faire du pull sur la file SQS, ce que je mentionnais au tout début. On fait du pull, donc c'est au sein de l'application ici, d'utiliser le SDK AWS pour consommer ces messages. Donc rapidement, un exemple de code. Alors j'imagine qu'au fond, vous ne devez pas voir, mais désolé pour ça, c'est juste un petit bout de code Java qui dit, voilà, je vais récupérer mon code sur la file SQS, je vais le traiter, je vais supprimer les messages. C'est important de supprimer les messages, sinon ils vont être remis dans la file et retraités. D'où le besoin potentiel d'idempotency dont je parlais tout à l'heure. Mais voilà, ça c'est une première solution assez simple à mettre en œuvre, qui est disponible depuis un certain nombre de temps. Le seul souci, c'est effectivement quand on veut s'intégrer avec des partenaires qui ne peuvent pas modifier le code, ou qui fournissent déjà des API ou des webhooks, ça serait plutôt à nous d'appeler ces API. Et on va regarder comment on peut faire ça avec EventBridge. Donc EventBridge, on retrouve un peu le schéma tout à l'heure. On a notre bus d'événements. On a les différentes règles qui vont nous permettre de rediriger, de filtrer et rediriger les événements vers les différentes cibles que vous avez sur la droite. Et donc, on a la possibilité, grâce à ce qu'on appelle EventBridge API Destination, qui est une fonctionnalité d'EventBridge, d'avoir comme cible, comme destination, un point de terminaison HTTP, un endpoint HTTP. Donc, ça peut être une API REST qui est fournie par un de ses partenaires, ça peut être une API que vous avez au sein de votre application, ou ça peut être un webhook naturel. L'idée, donc, c'est d'avoir un point de terminaison HTTP avec lequel on va pouvoir communiquer via EventBridge et sur lequel on va pouvoir envoyer un événement. On a une intégration simplifiée avec ces partenaires. Donc, on a 12 partenaires sur lesquels on a... après, voilà, chacun de ces partenaires a fourni une palette d'API, mais on a la possibilité du coup de notifier ces différentes API de ces différents partenaires, et c'est natif dans EventBridge. Et oui, ce que je disais, effectivement, ça revient à faire du REST, mais ce n'est pas vous qui faites l'appel ici directement, c'est via le bus. Donc vous, l'application qui est ici, elle reste découplée à des applications en aval, elle fait juste envoyer un événement, et c'est le bus qui, lui, va communiquer avec l'application tierce. Comment fonctionne l'API destination? Donc, on a notre règle, EventBridge. On a l'événement qui va arriver dans la règle. On a ce mécanisme de filtre donc, qui nous permet de dire, voilà, je vais le rediriger vers telle ou telle destination. Et justement, comment on va configurer notre API destination? Première chose à configurer, c'est la connexion. C'est comment on va se connecter à cette API. Donc essentiellement, ça va être toutes les informations de connexion, de sécurité. Donc, est-ce qu'on fait du basique, est-ce qu'on fait de l'eau haute, est-ce qu'on fait de l'API clé, de la clé API key. Donc ça, c'est les premières choses que vous pouvez configurer. Vous pouvez aussi configurer des entêtes HTTP un peu particulières si vous avez besoin dans la façon d'authentifier votre API. Et deuxième point, c'est le point de terminaison HTTP lui-même. Donc c'est l'URL HTTP que vous voulez accéder, la méthode, parce qu'on va faire plutôt du put, du post. Imaginez de faire du get, mais il faut savoir qu'il n'y aura pas de retour. C'est du push, donc on ne s'attend pas à avoir un retour. Donc ouais, on est plutôt généralement sur du put, du post, éventuellement un delete, ce genre de choses. On peut définir la limite du nombre d'appels. C'était une chose importante pour les services en aval qui, comme je disais tout à l'heure, n'ont pas forcément la capacité d'absorber une charge importante. Histoire de ne pas leur mettre trop de pression, on peut définir cette limite d'appel. Par défaut, c'est 300 appels par seconde, on peut le réduire. Et puis, on a aussi, comme je disais, du coup, cette intégration native avec les partenaires. Ensuite, au sein de la règle elle-même, vous avez la possibilité de définir des entêtes HTTP ou des paramètres de requête, donc point d'interrogation, les différents paramètres.
Ce qui est intéressant, c'est que ces informations, vous pouvez les extraire de l'événement. Donc si vous avez des informations dans l'événement qui sont nécessaires à l'appel de l'API, vous pouvez les utiliser et les positionner dans les entêtes ou dans les paramètres, dans le payload bien sûr, mais aussi à ce niveau-là. Et puis, point important également pour la résilience, c'est la possibilité de rejouer, et ça en l'occurrence c'est EventBridge qui va s'en charger, de rejouer les événements en cas de non-disponibilité du service tiers, de rejouer les événements jusqu'à 24 heures ou 185 fois. Et à l'issue de ces 185 fois ou 24 heures, ce qu'on conseille généralement, c'est d'utiliser une dead letter queue qui est une autre file d'attente SQS pour rediriger les messages qui n'auraient pas pu être traités dans ce laps de temps. Et du coup, voilà, avoir les messages qui sont sauvegardés sur la file SQS pendant 14 jours. Donc, API destination, on l'a vu, qui vous permet de communiquer via une API REST, mais au travers d'événements, et du coup de rester dans ce mécanisme, dans ce mode d'architecture orientée événement. La question qui se pose après, c'est comment on va personnaliser et transformer les événements. Parce que l'événement que EventBridge manipule et la donnée entrée, enfin le schéma d'entrée ou les données en entrée d'un service tiers sont pas là forcément les mêmes. Donc si je prends un exemple ici, j'espère que c'est lisible jusqu'au bout. On a à gauche un événement EventBridge, donc avec les fameuses métadatas standards d'EventBridge, la source, le compte, l'heure, etc., etc. Plus notre message lui-même. Bon, alors, en l'occurrence, on a remis des métadatas et des datas dans l'événement. Mais ce que le service tiers attend, lui, c'est voilà, un schéma de ce type-là. Donc, on a une heure, on a la source. Vous pouvez voir que la source, c'est un agrégat de différentes informations qui viennent ici. On a les données qui viennent de là, mais avec des noms ou des noms différents. Order ID, alors que là, on a un order number, etc. Donc, typiquement, on ne peut pas forcément modifier on peut certainement pas modifier le endpoint d'une application SaaS, ou on ne peut pas forcément toujours modifier les applications on-premise. Donc, on va vouloir transformer notre événement EventBridge en quelque chose qui soit lisible par la cible. Donc pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle le transformateur, qui est une fonctionnalité aussi disponible dans EventBridge, sur lequel on va définir deux choses. Alors en français, ça sonne un peu bizarre. On a le chemin d'entrée et le modèle. En anglais, c'est input path et le template. Et on va regarder à quoi ça ressemble. Donc l'idée, c'est voilà, votre événement, il arrive là, il est filtré. Bon, ça ne change pas. Mais derrière, on va le transformer pour faire en sorte que ça matche la destination. Donc, le chemin d'entrée, c'est ce que vous pouvez voir sur le côté droit. C'est en gros une liste de variables et de valeurs. Donc, on définit une certaine liste, différentes variables ici que vous pouvez voir sur la droite. Vous pouvez leur donner le nom que vous voulez. Et on va réutiliser des données qui viennent de l'événement. Donc, vous voyez le $, qui est la notation qu'on utilise assez fréquemment, également dans d'autres services, pour aller récupérer des informations qui viennent de l'événement source. Donc le datetime qui provient du time, etc. On récupère les métadonnées ici, on récupère les données également ici. Derrière, une fois qu'on a défini ces différentes variables et récupéré les valeurs, on va définir notre template qui ressemble déjà plus à ce qu'on s'attend à avoir en sortie. Donc là, on retrouve le format de sortie, ou plutôt le format d'entrée du service en aval. Donc vous voyez la source, on a simplement concaténé les trois variables que vous avez là. Donc vous voyez, c'est du texte. On pourrait imaginer envoyer un simple payload en texte, ou éventuellement du XML. Bon, après, voilà, l'idée, c'est de rester sur du JSON. Mais voilà, vous définissez votre template destination avec, alors là, une structure un peu différente. Ne me demandez pas pourquoi ils n'ont pas remis le $, ils auraient pu. Mais voilà, la notation est un peu différente. Donc, on récupère les variables qu'on a définies dans notre chemin d'entrée. Et à la fin, en cumulant donc notre événement plus ces deux informations, on arrive à transformer notre événement pour qu'il matche la destination.
La question après qu'on peut se poser, et je l'ai mentionné rapidement tout à l'heure, c'est comment on enrichit les événements. Donc on a un certain format d'événements ici, avec différentes données, mais notre service cible, il s'attend à avoir beaucoup plus d'informations. Il s'attend à avoir des informations sur le client, il s'attend à avoir des informations sur le produit. Alors là, on a des identifiants ici qui nous permettraient de récupérer cette data. On pourrait dire au service tiers, bah, écoute, je t'ai donné les ID, tu me fais des appels REST pour récupérer la donnée, mais on retombe dans le travers de tout à l'heure. Et puis surtout, ça implique des modifications du code de la cible. Donc l'idée, c'est voilà, de simplifier au maximum le travail et d'enrichir cet événement pour aboutir à celui-ci. Donc pour faire cela, on a une fonctionnalité dans EventBridge qui a été annoncée il y a 2-3 ans à re:Invent, qui est EventBridge Pipes, donc qui permet de filtrer, ça c'est standard sur EventBridge, mais d'enrichir et de transformer les événements. Donc les sources qui sont compatibles avec EventBridge Pipes, ce sont SQS, Kinesis DataStream, DynamoDB Stream, MSK et MQ. Donc les messages qui vont transiter par un de ces services vont arriver dans EventBridge Pipe. On a toujours le même mécanisme de filtre, et derrière, on a la partie qui nous intéresse. On va avoir la possibilité d'utiliser une lambda fonction, donc d'avoir notre lambda qui va permettre d'aller chercher, de faire un appel REST sur une autre API ou d'aller taper en base de données pour récupérer de l'information. Si on a besoin de faire plus de traitements, on a Step Function, donc on va pouvoir créer notre workflow et puis avoir différentes opérations. Et puis à Gateway, si on veut appeler une API, ou même EventBridge API destination. Et donc l'idée, c'est voilà, le message qui arrive ici en entrée va transiter par un de ces services, va être enrichi, modifié, et ressortir derrière pour être envoyé à une cible. Les cibles, c'est les 15 qui sont disponibles et qui sont supportées par EventBridge. Et on retrouve en haut notamment celles qui nous intéressaient pour communiquer avec toutes sortes d'applications, qui est API destination. Donc après, bien sûr, vous avez Lambda, vous avez Step Function, vous avez tous ces services en interne. Mais voilà, si vous voulez communiquer, comme on l'a vu tout à l'heure avec du HTTP, vous avez API destination. Donc, avec ces différentes briques, on a vu, voilà, on a notre événement qui est produit en interne sur une application AWS, qui est envoyé sur EventBridge sur un bus, qui est potentiellement enrichi et transformé, et qui au final est transmise, poussée à une application soit AWS, soit tierce, au travers d'API de destination. Donc, on l'a vu, ça permet de faire pas mal de choses, EventBridge. C'est pas seulement sur AWS. Je pense que tu pourras discuter un peu avec tes partenaires pour voir s'ils peuvent pas mettre des API et que vous puissiez pousser directement. Voilà, ça fournit une certaine flexibilité, une certaine agilité. On l'a vu, la possibilité d'ajouter des événements, d'ajouter des consommateurs assez simplement. À partir du moment où vous avez le bus, c'est assez facile de renvoyer des nouveaux événements, d'avoir des nouveaux consommateurs qui souscrivent à ces événements. Après, ça reste de l'asynchrone, ça reste de l'orienté événement. Du coup, il y a forcément des patterns et des choses à prendre en considération. On a parlé un peu de l'idempotence au début, et plus généralement de la consistance des données. Voilà, s'il y a un problème réseau, comment on gère ce genre de choses. Alors, on pourrait faire une session qui dure tout l'après-midi sur le sujet. Malheureusement, je n'avais pas forcément le temps. Du coup, ce que je vous invite à faire, c'est aller sur Serverless Land. Il y a beaucoup de ressources sur l'Event-Driven Architecture en général. Tout un tas de sujets, donc un peu ce dont j'ai parlé, mais aussi beaucoup d'autres choses. Et puis, si le sujet vous intéresse, je vous invite également à regarder ce que fait David Boyle. C'est lui qui notamment fait les graphiques qui expliquent un peu tout sur l'Event-Driven Architecture et puis comment l'appliquer avec AWS et EventBridge. Et puis, au-delà de ça, voilà, si vous voulez avoir des trainings, des formations, et je crois qu'il y en a sur Event-Driven Architecture. Je vous remercie, enfin on vous remercie avec Nicolas. Merci à tous.